On est de retour, on va parler maintenant du Togo. Monseigneur Podro est-il réellement menacé? En tout cas, des informations ont circulé ces jours-ci faisant état de menaces qui pèseraient sur la vie du prélat, l'ancien archevêque émérite de Lomé. Des informations également renforcées par les propos tenus par son chargé de communication, Marc Mondi, qui affirmait sur un média, je le cite: je peux vous dire que de sérieuses menaces viennent de la présidence de la République. Ces menaces viennent par téléphone et nous avons des personnes averties qui nous ont confirmé les faits et nous ont demandé de quitter le pays pour notre sécurité, que nous allions être arrêtés, malmenés et éliminés. Et il poursuit que nous allons être soumis à des tortures sans précédent et que qu'on nous éliminerait. C'est ce qui nous a été dit en des termes clairs. Ce n'est pas une affaire inventée, c'est une réalité. Monseigneur Philippe Podro dérange, il dérange sérieusement le pouvoir. Jean-Paul Agbo, rêverie? Moi, je sais rien. Je lis pas dans le mag de café. Je suis pas devin, donc je peux pas dire si ces menaces sont sérieuses ou pas. Il y a que Monseigneur Podro qui en âme et conscience sait si elles sont sérieuses ou pas. Mais en tant qu'observateur, je m'interroge. Monseigneur Podro, un homme de 90 ans, qui est au soir de sa vie, qui n'est pas une personnalité, j'allais dire, religieuse aujourd'hui de premier plan, qui est plutôt à la retraite, qui n'est pas donc une personnalité politique, qui demain, en un claquement de doigts, peut mobiliser, je ne sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 Togolais dans la rue. Je ne vois pas très bien quel type de menace il fait peser sur le pouvoir en place aujourd'hui, au point où sa vie serait menacée. Qui gagnerait à porter atteinte à l'intégrité physique, à la vie d'un vieil homme, tout simplement. Donc, je m'interroge. Encore une fois, je ne connais pas la réalité de ces menaces, j'en sais rien, mais je m'interroge en tant qu'observateur sur l'intérêt et la motivation de cela. Et Monseigneur Podro, dans ce qu'il dit, il dit rien d'extraordinaire que les journaux ne disent pas. Il dit rien d'extraordinaire qui ne circule sur les réseaux sociaux. Il dit rien d'extraordinaire que d'autres, que des hommes politiques, y compris de premier plan, nous disent. Donc, qu'est-ce que ça a de particulier pour qu'on menace sa vie? Encore une fois, j'en sais absolument rien, mais lorsque son directeur de communication s'émeut du fait, par exemple, qu'il y ait une menace de poursuite sur leur personne, oui, là, peut-être, à son encontre, parce que effectivement, sur le terrain politique, dans les débats publics, on peut tenir certains propos, critiquer la gouvernance, réclamer, exiger un changement, y compris sur les dispositions électorales, exiger des comptes de nos gouvernants. Mais lorsque on commence à porter des accusations qui peuvent s'apparenter à de la diffamation, encore une fois, là aussi sur ce terrain, j'en sais rien. Lorsqu'on dit par exemple que c'est le régime ou des barons du régime, on cite des noms qui ont incendié, c'est pas, on parle pas au conditionnel, qui ont incendié le marché, effectivement vous pouvez être poursuivi. Donc il faut qu'à un moment donné dans notre pays, lorsqu'on tient un certain nombre de propos qui ne sont acceptables ailleurs, qui ne sont pas acceptables ailleurs, parce qu'au Burkina, enfin au Ghana, au Sénégal et tout ça, il y a des propos que vous ne pouvez pas tenir. Lorsque vous accusez par exemple le président sénégalais d'avoir incendié des marchés, je vous assure que une heure après, vous êtes interpellé. Donc si on tient un certain nombre de propos, il ne faut pas derrière se plaindre qu'on court le risque d'être interpellé. Maintenant, si on reste dans le cadre pur
pure du débat public, là, je crois que tout est permis, y compris les coûts les plus bas. Francisco, est-ce que Monseigneur Poudro, ils sont chargés de communication, essayent un peu d'accroître le capital sympathie en disant ce genre de choses? Non, je ne crois pas. Avec l'âge de Monseigneur Poudro, je ne pense pas que même là-haut, il a peur de la mort. D'accord, beaucoup peur de la mort pour crier, voilà, que je suis menacé, mentir. Moi, je ne le vois pas sur cet angle. Et il a beaucoup traversé, hein, il a beaucoup traversé Monseigneur Poudro. Même ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est le combat de la jeunesse. Hein. Ce n'est pas lui. Lui, il a son avenir derrière lui. C'est plutôt pour la jeunesse. Et je le dis, même pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont puissants, c'est pour eux également qu'il est en train de travailler. Et donc, Jean-Paul a chuté quelque part. Ce qui est politique, on ne voit pas tellement la menace venir par là, parce que c'est le pouvoir sur le plan politique. Ses opposants, il les a en poche, sinon la plupart. Donc, ce que Poudro est en train de faire politiquement ne les intéresse certainement pas, contrairement à, comment l'appelle-t-on, aux déclarations de Mohamed Loun, qu'il a fait, sinon ses aveux vis-à-vis de Monseigneur Poudro. Vous savez, ça a une importance. Est-ce qu'il y a du crédit à accorder à ça? Oui, il n'y a pas. Écoutez, parce que vous avez quelqu'un qui a dit quelque chose il y a quelques années, qui revient, qui dit autre chose, et puis tout le monde suit comme parole d'ange. Oui, là où, si vous poussez un peu l'analyse, vous pouvez peut-être donner raison, c'est lorsque la justice a été incapable d'établir les faits pour convaincre, n'est-ce pas, l'opinion? Est-ce qu'elle a réellement été incapable? Non, ben, en fait... Ou bien on a tenté quelque part pour ne pas provoquer davantage de... Oui, les investigations n'ont pas été vraiment jusqu'à terme. Et jusqu'à un procès qui démontre que c'est tel et tel qui sont les choses. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qu'on connaît, et qui, visiblement, n'étaient pas mêlés. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsque vous avez un proche qui a été interpellé dans ce genre de trucs, et avec qui vous êtes, et lorsque vous voyez même le chef d'accusation, qu'on dise par exemple qu'un civil a donné les ordres, par exemple à un militaire d'aller brûler le marché, et qu'on n'a pas pu déterminer même le militaire qui a brûlé le marché dans le dossier d'accusation, et après on les libère. Vous savez, vous voyez que cette manière de faire a fait que les proches des gens, en évoluant, n'ont pas confiance. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, ce que l'on est en train de faire, c'est que la justice n'a pas pu faire jusqu'à la fin. Et il est venu le faire devant un prélat. Bon. Attendez. Non. Attendez. Qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire hier, vous avez... Qu'on le veuille pas, le débat n'est pas là-bas, mais vous avez ouvert la parenthèse, vous avez hier la même personne qui a dit, c'est l'opposition qui l'a fait. Les gens ont dit il ment. Aujourd'hui, il dit c'est le pouvoir qui l'a fait. Pourquoi on doit le croire? Moi, je dis c'est un coup. Non, c'est un coup qui est parti. Si vous ne le sentez pas, il faut vraiment analyser. Sinon, moi, je ne vois pas la preuve. Quand ça a été annoncé, on nous a dit que le Vatican a envoyé des gens. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on a appris. Attendez, c'est ce qu'on... Non, c'est ce qu'on... Oui, c'est des informations. Avec pincette. Mais quand même, lorsque un Poudro dit qu'il est menacé... Le Vatican, il y a un nonce apostolique qui est là, il y a la conférence des évêques. Papa envoyé Attendez. Lorsque un Poudro dit qu'il est menacé, l'Église protège ses fils. Encore un Poudro. C'est ce que je dis, il y a le nonce apostolique qui est là. Oui, je pense que c'est au Bénin. C'est au Bénin. C'était au Bénin, qui était là. Donc, en fait, à l'analyse, moi, je ne peux pas dire que Poudro a menti, mais c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. D'accord. Firmin, on a fabule là. Tout ça là devient un jeu puéril. Pour moi, vous savez, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, avant de parler de Monseigneur Poudro, je dis toujours ceci, je respecte son onction.
Mais c'est l'homme politique que je critique, l'homme politique Podro. Il est un homme politique? Oui, il est un homme politique. Tout ce qu'il fait. Il s'estime investi d'une mission divine, hein? C'est pas de la politique qu'il fait. Regardez, quand vous vous occupez, vous êtes président du HCR, au Haut Conseil de la République, président d'un parlement. Ça veut dire que vous êtes un homme politique quand même. Quand vous dirigez toute une conférence nationale, ça veut dire que vous êtes un homme politique. Donc c'est cet homme politique que je critique. Vous savez, j'ai l'impression, comme j'ai l'habitude aussi de le dire par rapport à Tipi, à Tchadam, j'ai l'impression qu'entre Podro, Monseigneur Podro et le régime, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Personnel. Donc, parce que tout ce qu'il fait relève de l'émotion, en fait. C'est de l'émotion, ça sort du cadre logique et ça devient un truc émotionnel. C'est comme, ce n'est plus du rationnel, ça sort ça relève de l'émotion. Donc quand on peut analyser le truc à ce niveau, côté émotionnel, donc moi c'est un peu, je peux se dire oui je suis menacé, donc ça c'est de l'émotion en fait, je suis menacé, tout ça. Attendez, quand lui à 7 ans a dit je suis menacé, ça devient puéril quoi. C'est-à-dire qui va le menacer et qui va lui faire quoi dans ce pays. Si on va lui faire quelque chose, on va le dire. Est-ce qu'il aura même le temps de dire je suis menacé? C'est face à un pouvoir. Donc je pense qu'il cherche de la popularité. C'est du populisme en fait ce qu'il est en train de faire. Il y a un problème entre moi je suppose qu'il y a un problème entre le régime et le régime. Et peut-être il en veut au régime. C'est pour ça qu'il se comporte de la sorte parce qu'il y a de l'émotion dedans. L'autre chose aussi que je voudrais souligner, vous savez quand Podro, jusqu'au lendemain de la crise qui a secoué le pays, Podro a organisé un certain nombre de conférences de presse. Il a parlé de la Constitution de 1992. Après, quelques temps après, la conférence des évêques aussi s'est prononcée et elle n'a pas été du tout tendre envers le régime. Quelques temps après, Faure Gnassingbé se rend au Vatican. Et quand Faure Gnassingbé est revenu à Lomé, la conférence des évêques a dit je ne me reconnais pas dans tout ce que Podro a dit. Donc il est responsable de ses propos. Ça veut dire simplement que Faure Gnassingbé est venu mettre de l'ordre là et donc Podro à partir de ce jour est resté esselé. Donc il est esselé, donc il est là. Donc regardez celui-là qui est seul. Est-ce qu'il peut faire peur à ce régime? Non, sur ce point, moi je me dis ce qu'il est en train de faire là, c'est juste il cherche une certaine popularité. Maintenant, par rapport à la question d'incendie ou... je ne sais pas qu'on aille. Oui, ce n'est pas ça. C'est pas l'objet du débat. Oui, c'est pas l'objet du débat, mais je voudrais souligner que c'est ceci. Regardez par exemple, lorsqu'il s'est agi de parler de la CBJR, on a confié la grande responsabilité à Monseigneur Bariga. Et quand il s'est agi de faire les audiences, il y a des audiences, une caméra et des audiences publiques. Et l'audience, c'est une caméra, ça veut dire qu'il y a des vérités peut-être graves, des propos graves qui ont été tenus et qu'on ne voudrait pas rendre publics là. Et jusqu'à présent, Monseigneur Bariga n'a jamais rendu public ces propos-là. Regardez, vous êtes prêtre, vous êtes prélat, quelqu'un jeune vient vous dire, vous faire certaines affirmations où il vous cite des noms qui dirigent, quelques noms qui dirigent ce pays. Et vous aussi, vous permettez qu'on mette ça sur les réseaux publics, tout ça. À ce niveau, je le juge d'une certaine irresponsabilité. D'accord. Jean-Paul, le responsable, enfin le directeur de la communication de Monseigneur Podro dit, je peux vous dire que de sérieuses menaces viennent de la présidence. Il est affirmatif là. Oui, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on tient certains propos, après, il ne faut pas s'étonner des poursuites qui peuvent en découler. Lorsqu'il dit ça, encore une fois, moi, j'en sais rien. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais il faut qu'il soit en mesure, s'il est interpellé, être en mesure d'apporter les éléments de cela. Parce que vous ne pouvez pas accuser les gens comme ça. Ça rejoint un peu ce que Francisco et Firmin disaient tout à l'heure sur Mohamed Loum. Lorsque celui qui a eu plusieurs versions, il a autant de versions que de chemises sur ces histoires d'incendie. Moi, je ne connais pas les auteurs. Là où je rejoins Francisco, c'est lorsqu'il dit que aujourd'hui, près 7 ans plus tard, on n'a pas retrouvé les auteurs. Ça, c'est pas normal. Parce qu'au-delà de la question politique, tout ça, ce dont on débat, il y a des femmes qui ont souffert, des gens ont perdu leur vie. Donc, un État ne peut pas dire que, bon, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est ou pour des raisons politiques. Le chef de l'État lui-même a dit que, quoi qu'il en coûte, la justice passera. 7 ans plus tard, la justice n'est pas encore passée. Donc, au moins,
pour rassurer ces femmes, pour que les gens se sentent un peu considérés, ou en tout cas qu'ils sentent qu'on a pris en charge leur douleur. Il faut nécessairement que les auteurs soient identifiés et punis. Ça ne peut pas attendre. Mais en même temps, quand des individus comme Mohamed Loum nous disent que, bon voilà, qu'il a eu le chef d'État lui-même directement au téléphone, qui lui proposait un passeport, tout ça, non, qui normalement constitué peut croire à ce genre de choses. Pour moi, c'est un plaisantin. Maintenant, quel a été son rôle dans tout ça? Encore une fois, j'en sais rien, mais je ne donne aucun crédit à tout ce qu'il dit. Maintenant que Monseigneur Poudreau accepte de l'écouter et considère qu'il faut en parler publiquement, pour moi, c'est pour ça que, encore une fois, j'ai du mal sur ces questions de menaces et tout ça. Et ça aurait été un jeune prêtre quelque part, peut-être même Monseigneur Poudreau. C'est vrai qu'il a toujours eu un contentieux avec le régime. Oui. Depuis même son ordination, qui a failli être empêché. Firmin disait qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, mais ça date de là-bas. C'est dans un capot d'une voiture. Ça date de là-bas. Son ordination a failli être empêchée. Finalement, ça s'est fait presque en catimini, ailleurs, en tout cas dans un lieu autre que celui qui était prévu. Et puis après, il a eu tous les débats pendant la conférence où, quand il y a eu la descente des militaires, où il a été exposé, etc., toutes ces histoires. Donc, c'est quelqu'un qui a un contentieux à régler avec le régime, qui n'a toujours pas digéré ces séquences-là. Bon, est-ce qu'il veut régler ses comptes avant de partir? J'en sais rien, mais en tout cas, on sent quand même une certaine une vraie animosité envers le régime sur cette fin de vie. Moi, ce que je dis, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même eu l'occasion, dans les années 90, à la tête de la Conférence nationale souveraine et du ACR, quand même de permettre à ce pays de passer du système du parti unique à un système pluraliste, y compris vers une alternance apaisée. Il ne l'a pas fait. Il s'est plus ou moins comporté comme il le fait maintenant. Il est resté dans des positions, j'allais dire, radicales, soutenu, encouragé par une frange des opposants de l'époque, qui avait quand même le vent pour, parce que soutenu par la population, et tout, enfin, en tout cas, tout ce qui est les hommes de la rue et tout. Et il s'est laissé emporter. Il n'a pas été aussi sage qu'un de Sousa du Bénin. Donc aujourd'hui, peut-être tout ça lui est resté à travers de la gorge et il pense que bon, c'est en reproduisant ce genre de schéma qu'il va s'en sortir. On va marquer la pause et on reviendra continuer de dire quelques mots sur le sujet.